Bon, est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Canico dans la salle? Un uti- Deux utilisateurs, ok. Eh ben, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui donc de construction d'images et de conteneurs avec Canico. Je vais commencer avant de partir sur le vif du sujet par me présenter. Donc Yannick Perret, je suis administrateur système Linux et produits open source pour la société iOS. Je suis également auteur de livres aux éditions ENI. Voilà, j'ai écrit un livre sur Ansible, sur Kubernetes, et j'en ai un prochain qui sort le mois prochain sur Prometheus et Grafana. Voilà, allez vous précipiter dessus à la sortie, enfin non, dans un mois. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, on va plutôt parler de Kubernetes. Et donc on va revenir sur l'utilisation, enfin la construction des containers. Alors, on va faire quelques petits rappels. On ne va pas trop s'attarder parce que j'ai pas trop le temps. On va juste rappeler donc qu'est-ce que c'est un conteneur d'un point de vue Linux. On va dire que c'est un mécanisme qui va vous permettre d'isoler un process, enfin un groupe de process dans à l'aide de primitifs systèmes. On va s'appuyer pour ça sur des espaces de noms, de processus, des choses comme ça. On va avoir des file systems qu'on va mettre à disposition, une stack réseau, des allocations de ressources, CPU, etc. Donc concrètement, ce qui va plutôt nous intéresser dans ce que je vais présenter par la suite, c'est plutôt la partie système de fichiers, puisqu'on va parler pour l'essentiel de comment est-ce qu'on fait pour transporter notre image et puis la mettre à disposition. Donc concrètement, un conteneur, son file system, c'est quoi? Ça va être quelque chose qui va être un ensemble de couches qui vont être fusionnées dans un système qui s'appelle l'overlay sous Linux. Et ce mécanisme d'overlay, il va vous permettre comme ça de pouvoir faire semblant que vous ayez un file system avec plein de fichiers dedans qui ont été modifiés au fur et à mesure. Et par-dessus tout ça, on va rajouter une petite couche qui permet d'écrire. Donc ça permet de faire semblant d'écrire dans ce... On peut supprimer des fichiers, des choses comme ça. Mais en réalité, on ne touche pas à ce qui est en dessous. Alors pour s'en rendre compte, on peut utiliser les commandes système df et mount. Voilà, ça vous permettra de voir, par exemple, comment est structuré votre file system overlay ou des choses comme ça. Concrètement, ensuite, donc, pour construire votre image, vous faites quoi? Vous allez faire votre Dockerfile et vous allez lancer un Docker build avec un tag suivi d'un Docker push. Et concrètement, vous vous retrouvez avec une image tout à fait fonctionnelle. Voilà. Sauf que, bon, ce ne serait pas rigolo, enfin vous ne seriez pas là si c'était aussi simple. Docker n'est plus forcément quelque chose qui est disponible dans Kubernetes. Alors ça a commencé en réalité avec la publication de la norme CRI, donc c'est Container Runtime Interface, qui permettait déjà à l'époque, en 2016, de switcher le moteur de conteneur pour passer sur ce que vous voulez finalement. On peut même utiliser un système de virtualisation pour héberger le conteneur. C'est ce que fait Google avec GeoAdvisor ou des choses comme ça, il me semble. Et concrètement, ça a commencé comme ça. Puis après, il s'est passé en version 1.20. Il y a eu pas mal de buzz autour de ça où on a dit que Docker était déprécié. Donc on allait bientôt supprimer le support. Et concrètement, en réalité, ce support, ça faisait déjà pour moi quelques temps qu'il n'était plus disponible, puisque les moteurs Kubernetes qui sont fournis par Azure ou AWS, en général, n'embarquent plus Docker, mais ils embarquent Containerd. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va faire intervenir Canico. Canico, lui, sa caractéristique principale, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir tourner dans un conteneur isolé. Il n'a pas besoin d'avoir d'accès au moteur Docker, ce qui était le problème premier de l'utilisation de Docker Build. Et donc dans ce cadre-là, on est en mesure de travailler, on est isolé, on peut faire ce qu'on veut dans notre conteneur, il n'y a plus de problème de sécurité ou des choses comme ça. Comment il fonctionne? Il fonctionne un peu de la même manière que Docker, sauf qu'il ne va pas utiliser des primitives systèmes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer chacune des couches qu'on a vues tout à l'heure dans notre schéma et les décompresser dans le conteneur en local. Donc le principe, c'est chaque couche, chaque layer au niveau du registry Docker va être représenté par une archive au format targz qu'on peut récupérer, décompresser et ensuite qu'on peut utiliser. S'il y a des modifications, donc on lance nos commandes.
s'il y a des modifications, ce qui se passe, c'est qu'on fait un snapshot des modifications qui ont été faites, on fait une nouvelle couche qu'on upload sur le registre, et c'est terminé. Donc concrètement, par rapport au fonctionnement que vous avez pu connaître avec les Dockerfiles classiques, il n'y a quasiment rien qui a changé. Donc il y a un support des API V2 du Docker Registry, voilà, donc vous n'avez rien à changer à ce niveau-là. Si vous avez construit vos images il n'y a pas longtemps, ce sera supporté, il n'y a pas de problème. Ça supporte le multistage, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme d'habitude une phase où vous allez construire votre livrable, puis une deuxième phase où vous allez publier. Donc par exemple, vous constituez le FATJAR dans une première étape avec Maven, et vous récupérez dans une deuxième partie votre FATJAR, vous le mettez à la racine de votre image Docker juste avec Java, et vous pouvez lancer votre programme de cette manière-là. Comme ça évite d'avoir tout ce qui est Maven et compagnie sur votre image en production. Voilà, donc du coup ça marche tel quel. Ça supporte aussi tout ce qui est variable d'environnement, HTTP proxy, HTTPS proxy. Donc vous pouvez par exemple tout à fait vous servir de Canico pour télécharger une image qui se trouve sur Internet et la pousser sur votre registre en local. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire. Alors je vous ai mis un petit exemple d'utilisation qu'on peut faire, là sur vraiment un exemple tout simple. Donc là où on va lancer, on peut lancer Canico dans Docker. Alors vous allez me dire, d'accord, on a dit que Docker n'existait plus. Bon, on n'a pas dit qu'il n'existait plus nulle part, donc il existe toujours sur mon poste. Et donc c'est toujours pratique de pouvoir faire ma mise au point en local sur mon poste. Une fois que j'ai mis au point mes procédures, je les intègre dans le CI et à ce moment-là, c'est poussé, enfin ça se gère automatiquement. Donc là, vous avez un petit exemple d'utilisation où voilà, on va runner l'image qui est là, donc c'est voilà, c'est ici le nom de l'image qu'on va utiliser. Donc là, c'est la 1.7.0 sur la toute dernière version. Ici, on spécifie. Alors, ouais, je passe par le network host parce que je vais pousser mon image en local. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein, celui-là, c'est optionnel. Si vous êtes sur un vrai registre qui va bien. Ici, le "-c", ça va vous indiquer où est-ce qu'il faut travailler. Il reste juste à faire le point de montage avec le "-v", du répertoire courant dans /workspace. Donc bien sûr, il faut vous placer dans le répertoire où se trouve votre Dockerfile pour lancer tout ça. Et concrètement, ça fonctionne tel quel. Quand vous lancez cette commande, ouais, l'aspect que je n'ai pas abordé, en général avec Docker, on peut construire une image en local avant de la pusher. Avec Canico, la grosse différence, c'est qu'on est obligé de pusher l'image quelque part. On ne peut pas ne pas la pousser. Il y a une option qui permet, je ne me rappelle plus exactement, c'est no push ou un truc comme ça, qui permet de dire je construis mon image en local, mais je ne la push pas sur mon registre. Voilà. Pour ceux qui seraient vraiment, qui auraient envie de tester en local sans pusher quelque part. Au niveau des points d'attention, alors le premier point, c'est que ça tourne en tant que route. Alors, c'est important parce que j'ai vu des personnes qui essayaient de faire tourner Canico avec un utilisateur sans privilège. Ça ne marche pas. Hein. Il faut avoir un compte root. Pour autant, le conteneur n'a pas besoin de tourner avec des droits privileged. Donc, il peut tourner en tant que conteneur lambda. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas forcer la sécurité avec Kubernetes, par exemple, pour dire je veux que ça tourne avec un ID 1000. Ça ne marchera pas. Parce que du fait qu'on manipule le file system de notre conteneur, on est obligé d'avoir les droits root pour pouvoir décompresser ou des choses comme ça. Pour autant, normalement, vous n'avez pas la possibilité de rentrer, vu que c'est un conteneur qui n'a pas de privilège, vous ne pouvez pas sortir de votre conteneur. L'autre point d'attention, ça m'est arrivé, ça ne supporte pas les images qui ont été compilées avec l'API V1 du registry de Docker. Donc je pense que la V2 elle est sortie il y a au moins 4-5 ans. Donc je pense que c'est pas trop ça vous arrivera pas trop. Il faut juste le savoir, si vous avez des vieilles images qui ont été construites sur un vieux registre, faites attention, vous pourriez avoir des surprises. L'autre aspect, c'est que ça va être quand même intrinsèquement plus lent. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on était donc on fusionne des images qui sont décompressées dans des répertoires qui sont sur la machine Linux. Donc concrètement, quand on va avoir la possibilité d'utiliser un système de cache, vous le savez tous, hein, Docker utilise ça, ce qui n'est pas le cas dans le cas de Canico. Dans Canico, il est isolé dans son petit coin,
Et donc du coup, quand on lui dit de récupérer l'image Node, par exemple, il va falloir qu'il la télécharge à chaque fois. Donc ça peut, au premier abord, poser quelques petits soucis. Donc il faut faire attention à rajouter les caches qui vont bien pour justement se prémunir de ce genre de problème. Pour l'optimisation, alors concrètement, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Il y a des gens qui ont fait des vidéos très bien sur le sujet au Devox de cette année. Allez les voir, ça parle un petit peu de tous ces aspects-là. Donc quelle image choisir, découper ces images en fonction de leur fonction la plus petite possible, faire éviter de se retrouver avec tout sur le même conteneur, ça évitera de grossir le truc. Réduire les étapes, mettre les invariants au début du Dockerfile, donc concrètement s'il y a des téléchargements de dépendances, plutôt les mettre au début, puisque c'est des choses qui ne vont pas trop bouger en principe, ce sera plutôt le code que vous allez changer, faire ce genre de petites astuces, et toujours utiliser des images avec, si vous faites des étapes de construction, utilisez 2 phases, une phase construction et une phase publication. Ça c'est très important, c'est pour aussi des raisons de sécurité, outre le fait de réduire la taille des images. Au niveau des choix de l'image de base, faites attention. La tentation est grande d'utiliser des images alpines. Alors, si vous utilisez des programmes en Python, vous pourriez avoir quelques surprises. C'est du pur vécu. Hein. Je me suis dit, tiens, l'image Python de base, elle prend 800 mégas. Je vais utiliser l'alpine. Sauf que quand on compile, par exemple, quand on embarque certains produits qui ont besoin de dépendances binaires compilées, Alpine ne fait pas partie des choses qui sont pré-packagées. Donc du coup, l'image est obligée de télécharger la terre entière. On est obligé d'installer un GCC. Ça lance des compilations. Enfin bref, c'est l'enfer. Et du coup, on se retrouve avec une image qui fait 2 gigas. Là où on double la taille de notre image, là où on voulait la réduire. Donc c'est faire attention à ça. Il y a aussi plusieurs aspects qui peuvent être un peu rébarbatifs. Ça s'appuie sur BuzzyBox. En général, alors, je sais, c'est pas forcément toujours très conseillé d'avoir toutes les commandes shell de la Terre dans votre conteneur, mais bon, disons que ça peut aider de temps en temps, ça peut rendre service. Il faut savoir que dedans, vous aurez des trucs qui sont basés sur BuzzyBox et qui sont pas forcément, ce sera pas la même commande avec toutes les options possibles et imaginables que vous avez l'habitude d'utiliser. Et il y a aussi l'aspect qu'on utilise une libc qui n'est pas celle que vous attendez, qui est libmuscle. Donc, faire attention. Alors, juste pour info, je vous ai marqué là les petites tailles d'images. Moi, j'utilise beaucoup les images slim qui ont l'avantage d'être beaucoup plus petites que les images, on va dire, standards, mais qui a l'avantage d'être totalement transparentes en termes d'utilisation. Vous n'avez pas de surprise. Celle que je recommande particulièrement, c'est celle de Node et celle de Python, puisque là, on gagne énormément. Pour autant, on n'a pas de surprise, on ne change rien à la construction de ces images. On n'a pas on peut même s'en servir, par exemple pour Node. Moi, je sais que je m'en sers pour mes builders, pour faire la partie NPM et des choses comme ça, ou Yarn. J'utilise à fond ce genre d'images, parce que ça me permet de réduire le téléchargement de mes workers GitLab. Voilà, concrètement, donc là on a parlé de plein d'optimisations qui pouvaient être faites en amont de Canico. Là on va parler de ce qui est les caches qui peuvent être utilisés par Canico. Donc il y en a en réalité 2. Alors j'en ai rajouté un 3e qui est indirect mais qui est du fait de la nature de Canico. Alors le premier cache qu'on peut utiliser, c'est le cache sur les images dans le registre. On peut télécharger des images et les mettre sur un répertoire de la machine qui sert à construire nos images et les mettre à disposition pour la suite. Donc ça, c'est très efficace. Ça évite de se télécharger à chaque fois. Parce que alors ça, c'est un grand classique. Hein, vous utilisez, mettons, vous avez un microservice, enfin des microservices où vous utilisez, je sais pas moi, une dizaine de fois Spring Boot. Au lieu de vous télécharger 10 fois Spring Boot, vous le mettez en cache dans un répertoire et vous l'utilisez pour tous vos builds. Vous pouvez également utiliser un cache de construction. Alors, c'est par exemple dans Docker, on sait que quand il va construire une image, ce qui va se passer, c'est qu'il va garder l'image en cache, en arrière-plan, et pouvoir utiliser comme ça d'un coup sur l'autre. Si on n'a rien qui change, on réutilise le cache qui a déjà été calculé
par le passé. Donc Canico est en mesure de faire la même chose, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser, il va packager les différentes images, enfin les différentes couches de construction qui vont se faire. Ils vont les compresser, ils vont en faire un layer et ils vont le balancer dans le registre. L'avantage, c'est comme ça, vous pouvez récupérer des constructions qui ont déjà été faites s'il n'y a rien qui a changé. Ça revient à peu près au même en termes de... Alors c'est un peu plus lent que le cache que vous pouvez avoir avec Docker, mais ça reste très appréciable si vous avez des grosses constructions à faire qui prennent, mettons, je sais pas moi, qui prennent 3 minutes avec le téléchargement des dépendances et compagnie. Ça vous permet comme ça de réduire pas mal vos temps de téléchargement. L'autre aspect, c'est qu'on a un cache, on peut utiliser également, vu que c'est un conteneur classique, mais rien ne vous empêche de mettre des volumes directement dans le conteneur Canico. C'est-à-dire que par exemple, vous utilisez Maven pour faire votre compilation, rien ne vous empêche de mettre un volume /root/.m2 dans votre conteneur Canico. Et quand vous serez sur la phase de compilation de votre livrable avec Maven ou avec Gradle ou avec ce que vous voulez, toutes les dépendances, au lieu d'être téléchargées dans l'image, enfin dans le conteneur dans lequel on travaille, vous allez pouvoir les stocker par exemple dans un volume persistant qui peut être de type soit NFS ou si vous voulez, vous pouvez utiliser un répertoire qui se trouve sur la machine hôte. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Alors, du coup, il faut faire attention parce que du coup, tout ça, ça va dépendre de l'application sur laquelle vous allez travailler. Ça dépend du mécanisme de construction que vous allez utiliser. Et surtout, il faut faire attention que si vous avez un cache, du coup, ça veut dire qu'il faut gérer ce cache. Et donc, il faut le supprimer, il faut le purger, il faut faire plein de choses. Faire attention à son évolution en termes d'espace disque et compagnie. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise des pools de machines Kubernetes qui sont variables. Et du coup, quand on bosse la journée, ça construit, ça provisionne mes nœuds à la volée. À la fin de la journée, ils sont tous dézingués et ils sont tous supprimés. Ce qui fait que je stocke le cache dans un des répertoires de la machine. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, la machine, de toute façon, est supprimée. Comme ça, j'ai un cache qui dure une journée à peu près et je n'ai pas besoin de me prendre trop la tête à savoir où est-ce que je vais le stocker. Tout ça, c'est provisionné automatiquement. Voilà, vous avez un petit exemple d'implémentation que vous pouvez faire ici avec donc d'un côté la mise en cache de l'image. Donc ça, c'est une étape que vous devez faire obligatoirement en préambule. Donc là, ici, ça utilise l'image Warmer. Il faut savoir que donc le binaire Warmer à proprement dit, il est également présent dans l'image Canico Project Executor. Alors là, je ne vous ai pas mis la version debug, mais faire attention, on en parlera après. Et il faut utiliser des fois la version debug dans le CI. Donc là, ici, on télécharge donc le cache des images, enfin on le met à jour. S'il est à jour, on ne les télécharge pas. Si ce n'est pas à jour, on les télécharge. Et ensuite, donc ici, ce qu'on va faire, c'est donc on va activer le cache de construction. Donc ça, c'est celui qui va permettre de stocker les étapes intermédiaires sur le registre. Ici, on va donc toujours pareil monter le répertoire courant où se trouve notre Dockerfile dans notre répertoire /workspace. Et ensuite, on va monter le /cache, donc qui se trouve sur ma machine en local, sur le /cache de la machine, enfin du conteneur que je vais lancer. Et si on veut, donc pour reprendre le cas des caches Maven et compagnie, on rajoute du coup le -v qui va bien pour rajouter le volume de cache supplémentaire. Ensuite, on lance l'exécution, voilà, et puis ensuite on indique où est-ce qu'on veut pousser le résultat de notre compilation sur le registre. Donc je vous ai mis un petit exemple de GitLab CI. Concrètement, comment on a fait notre intégration, on a utilisé le GitLab sur gitlab.com. On a déployé un GitLab Runner dans notre cluster cube. Et ensuite, on a défini notre CI dans le GitLab CI classique. Et après, il y a un petit exemple de réalisation où on a la spécification de l'image, le positionnement des credentials Docker,
le lancement du warmer, le lancement de l'exécution du build, et tada, ça fonctionne. Voilà, bref, je vais faire très court parce que là je suis en retard. Bon, c'est pour tout dire, voilà, ça a été un switch qui a été très transparent pour nous, on n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire. Bon, à l'époque c'était un peu, il y avait quelques petits bugs, mais c'était rien de très méchant. L'aspect très positif de cet outil, c'est qu'il s'intègre avec tous les outils du marché. On l'a fait, nous, avec du Tekton, du GitLab, du Jenkins. Donc je pense que bon, il n'y aura aucun problème pour vous faire tourner dans votre cas particulier. Et puis bon, l'aspect sympa, c'est qu'on peut aussi s'en servir voilà, pour faire d'autres trucs, comme récupérer des images, les pousser à droite à gauche, faire des releases. Enfin bref, ça ouvre des tas de possibilités. C'est rigolo comme outil à utiliser. Voilà, s'il y a des questions, on va les faire dehors. Et merci.